merci de m'avoir invité, merci à tous de votre présence, d'avoir bravé les événements dont parle Christian et d'avoir ce courage de résister malgré tout. Donc, merci d'être venu, d'être là et être venu à cette rencontre citoyenne, véritablement citoyenne, avec une jeune philosophe, Isabelle Raviolo, qui est engagée dans la cité par des actions absolument multifacettes. Elle est enseignante en faculté et aussi dans le secondaire. Et très souvent, ses engagements sont avec ses anciens élèves, ce qui s'appelle véritablement la transmission, n'est-ce pas? Donc, je veux quand même, avant de la présenter plus longtemps, je veux dire un mot quand même sur cette pandémie du coronavirus. On se demande si c'est pas un signe, c'est des signes avant-coureurs de cette crise qui nous pend au nez et qui sont les fléaux climatiques et qui vont venir avec des virus inconnus, avec des maladies jamais vues, avec une pénurie d'eau et de nourriture. Et voilà, et on se demande pourquoi, à ce moment-là, on n'a pas écouté davantage la leçon de Greta Thunberg, qui, à tous les sommets mondiaux et à la face de nos politiques, s'est exclamé « How dare you ?» Comment osez-vous bafouer les générations futures, notre jeunesse? Voilà, et il y a un autre philosophe dans la cité qui est Bernard Stiegler, qui a donné comme sous-titre de son dernier ouvrage, de 500 pages, la leçon de Greta Thunberg. Et ce livre s'appelle, je vous le recommande, qu'appelle-t-on penser? Penser avec un A, comme réparer, ce qui n'empêche pas de penser avec son cerveau. Donc on devrait aussi réfléchir peut-être sur les raisons de ce déni et de cette quasi-inaction de nos politiques face au réchauffement climatique. Et nous-mêmes, on peut se demander si nous ne devons pas nous engager davantage pour faire une pression citoyenne sur nos politiques. Parce que sans ça, je crois que rien ne changera. Car même si chacun fait sa part, ce n'est pas suffisant. C'est nécessaire, d'accord, mais pas suffisant. Et un changement de... Et puis, ce n'est pas suffisant pour que les politiques changent non seulement des discours, mais leurs actes. Il y a quand même déjà une répercussion de cette crise dont on peut se féliciter, c'est l'abandon du provisoire du projet de vente de l'aéroport de Paris. Alors, l'abandon de vente aux spéculateurs, au secteur privé. Et là aussi, on peut se demander s'il ne serait pas temps de renforcer justement ce secteur public de plus en plus malmené et de le renflouer, et en particulier les hôpitaux de Paris, les hôpitaux en général dont on aura le plus grand besoin. Je reviens donc à présenter Isabelle Raviolo, qui s'engage non seulement dans ses écoles, ses facultés, mais aussi sur le terrain de la ville, en permaculture, en jardin partagé. Elle a son diplôme d'apicultrice en poche et elle essaie de vendre aux villes, aux collectivités urbaines, l'installation des ruches sur les toits. Et elle fait partie du mouvement XR. Est-ce que quelqu'un de chez Extinction Rébellion, donc, qui est autour du mouvement contre le réchauffement climatique né avec le mouvement international de Greta Thunberg. Bon, où est-ce que nous avons connu Isabelle? C'est tout récemment, à Grand Contrôle. Je ne sais pas si vous connaissez cette friche parisienne
qui est devenu un bouillon de culture. Et c'est là où Isabelle a tenu une conférence sur les sagesses des philosophes de l'Antiquité. Et voilà, aujourd'hui, elle va nous parler du contrat naturel de Michel Serres, autre philosophe décédé récemment. Et voilà. Alors j'imagine ici que vous avez tous entendu parler du philosophe Épictète. Oui. Cet esclave affranchi qui écrivit le manuel et des entretiens. Et alors dans ce manuel de quelques pages, dont je vous recommande la lecture ce soir, ça vous prendra 1 heure, c'est vraiment très beau, il écrit dans un passage connu, « Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. » Aujourd'hui, peut-être nous pouvons dire que nous apprenons, au risque de notre survie, que nous dépendons des choses qui dépendent de nous. Aujourd'hui, on peut le dire, on peut dire qu'il y a des choses dont nous dépendons et qui, au fond, étaient conçues comme extérieures à nous avant. Effectivement, revenir au monde, revenir à nos représentations du monde, c'est peut-être une manière de repenser notre position dans le monde. Depuis une place que nous avons occupée pendant des siècles avec l'arrogance d'un homme qui pensait occuper le centre, nous devons peut-être nous repositionner en partenaire d'un monde que nous avons réifié et objectivé. Et passer de cet homme qui se concevait comme maître et possesseur de la nature à un homme qui doit apprendre à se concevoir comme membre d'un grand corps. Et en tant que membre, je pense que l'on peut devenir partenaire. Et dans ce partenariat, cette collaboration, le philosophe Michel Serres pose, dans les années 90, où il sort aux éditions du Pommier son livre « Le contrat naturel », une relation avec le monde qu'il érige en sujet de droit. Alors, c'est un brûlot quand il sort le livre en 1990. On lui reproche de dire enfin, la nature n'est pas un sujet de droit. La nature ne peut pas venir signer un contrat. La nature ne peut pas revendiquer un droit. La nature n'est pas libre. La nature est passive. La nature ne parle pas. Elle n'a pas conscience, etc., etc. Donc, on occupait encore une position anthropocentrée où l'homme se définissait comme dominant parce qu'il avait cette fameuse raison. Raison que l'on comprenait comme une autorité rationnelle en cela qu'elle a raisonné la nature, c'est-à-dire qu'elle la configurait. Représentant le monde, la raison humaine le disait et donc le nommait et l'ordonnait. À ce titre, l'homme avait le droit de dominer et de posséder. Et ce droit, il l'a compris comme, au fond, une nature qui lui était donnée, comme on pourrait donner quelque chose à un enfant, un jouet qu'il pourrait casser, qu'il pourrait épuiser, jusqu'à plus soif, selon ses désirs. Et il ne l'a pas pensé comme quelque chose qu'on lui confiait. Il y a eu une négligence de l'homme à l'égard de ce monde dont il n'a pas pris conscience jusqu'au bout de sa réalité de monde en tant que sujet et qu'il a fait être son objet. Alors, je voudrais aujourd'hui, à l'aune de ce philosophe, essayer de débattre avec vous de cette expression du contrat naturel et vous poser une question. Déjà, le mot contrat, à quoi ça vous fait penser ? Dans l'histoire de la philosophie. Un accord entre deux parties, c'est ça, effectivement. Et dans l'histoire, est-ce qu'on a eu des contrats ? Surtout nous, ici en France. Est-ce que vous... Voilà, vous avez connu un philosophe qui a proposé un contrat. Oui, et pas à n'importe quelle époque. Une époque qui est une époque charnière pour nous dans notre histoire politique, dans notre histoire économique aussi, les deux étant liés.
c'est le XVIIIe siècle. Hein. Là, aux portes de la Révolution française, vous voyez ce texte naître hein, en 1781, le contrat social de Rousseau, qui commence par cette phrase « L'homme est né libre et partout il est dans les fers ». Un contrat social qui propose le passage d'une liberté naturelle, où en gros l'homme fait ce qu'il veut, selon ses désirs, à une liberté civile, où l'homme renonce à sa liberté naturelle pour devenir ce citoyen qui passe de la volonté particulière à la volonté générale en contractant avec l'État. Et alors, pourquoi je reviens au contrat social de Rousseau? C'est précisément parce qu'à l'époque, déjà, ce contrat était abstrait. C'était une théorie, une idée qui a eu cette effectivité que vous connaissez, bien sûr. Et quand on a reproché à Michel Serres son livre de contrat naturel, on lui a dit « la nature n'est pas un actant de droit ». C'est un objet, ce n'est pas un sujet, la nature, hein, en philosophie. C'est-à-dire un sujet en tant qu'il est autonome, un sujet en tant qu'il est actif et donc acteur, et donc ayant des droits et des devoirs, bon, une responsabilité. Il peut répondre à un sujet, ou pas, c'est sa liberté. Oui, mais Serres réplique aux journalistes, le contrat social de Rousseau, personne ne l'a jamais signé. La volonté générale, c'est nous, quand on va aux urnes. Dimanche. Donc il n'y a pas eu de signature, il n'y a pas, si vous voulez, la voix du peuple, c'est dématérialisé, c'est abstrait, même si on peut se reconnaître chacun dans le peuple. Alors, mon contrat naturel, dit Rousseau, c'est, mon contrat naturel, dit Michel Serres, pardon, c'est une manière de repenser hein, la position de l'homme par rapport à ce monde qu'il a assujetti, lui déniant sa part de sujet autonome. Et donc cette part de droit. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que quand un site naturel, comme les Pyrénées ou le parc du Mercantour, ou une fleur, l'Edelweiss, ou le sabot de Vénus en Bourgogne, est classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, eh bien, le végétal, l'animal, une espèce qu'on doit protéger, une forêt ou encore un parc naturel deviennent véritablement des sujets de droit, c'est-à-dire des partenaires avec qui nous contractons en vue de passer à une autre manière de concevoir notre rapport au monde que nous habitons. Ce n'est plus un monde que nous arraisonnons, que nous surplombons du haut de notre arrogance prédatrice qui voudrait finalement puiser dans ce que nous avons cru inépuisable. Mais au contraire, finalement, davantage un décentrement de l'homme qui se repositionne à hauteur de son humanité, une espèce parmi d'autres, qui n'est pas éternelle et qui va peut-être passer le relais à une autre espèce, et qui doit finalement, autant au monde dont elle reçoit hein, les fruits de la nature, que le monde passe avec l'homme ce contrat. Alors pour le dire autrement, j'aimerais ici, à travers Michel Serres, avoir l'audace de parler de quatrième révolution anthropologique. Pourquoi ? Parce qu'avec ce contrat naturel, feu Michel Serres continue la révolution copernicienne, la révolution darwinienne, la révolution freudienne, par une révolution du contrat naturel. J'entends par là, au fond, par un décentrement de l'homme, qui s'était cru être le soleil avec la Terre. Or, les scientifiques lui ont dit non, parce qu'au fond, c'est pas comme ça que le cosmos est construit. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Puis l'homme n'est pas finalement la création de Dieu, c'est un descendant du singe. Le moi conscient n'est plus maître dans sa propre demeure, ça pense en moi. On pourrait dire aujourd'hui,
le monde n'est plus mon objet, il est sujet, partenaire, dans un contrat naturel où je lui dois quelque chose parce que je reçois de lui. Et justement, si ça repositionne l'homme, ça crée des enjeux profonds, des enjeux éthiques, où notre responsabilité d'homme est ici mise en jeu dans l'appel que la nature nous fait. Alors l'appel que la nature nous fait, la nature, on ne l'entend pas. D'ailleurs, quand Élisabeth de Fontenay parle du silence des bêtes, elle parle de cette passivité du non-humain. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que cet appel, il est la voix de la conscience de l'homme. Et donc, s'il est la voix de la conscience de l'homme, il est autant pour l'homme que pour le non-humain. Donc vous voyez que cette quatrième révolution anthropologique, ce contrat naturel, ce décentrement de l'homme qui invite au repositionnement de l'homme, finalement pose un enjeu éthique profond, celui de notre responsabilité face à la crise que nous traversons, une crise écologique, une crise humaine, une responsabilité où l'homme est en jeu dans sa survie, tout simplement, mais aussi dans son humanité profonde. Qu'est-ce que veut dire être un homme aujourd'hui dans la nature? Et un philosophe scientifique du XVIIe siècle s'était déjà posé la question en son temps où il vivait une révolution copernicienne. C'est Pascal. Pascal, quand il écrit un texte qui sera publié de façon posthume, Les Pensées, a cette pensée géniale que vous retrouvez dans la classification Brunswick au numéro 72, où il se demande, mais qui sommes-nous dans la nature, nous les hommes? Et il répond de manière incisive, concise, comme on lui connaît par son style, un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout. Dans cette phrase où trois propositions surgissent, on peut se dire l'homme n'est rien, l'homme est tout, l'homme est un milieu entre rien et tout. Et reprenant cette définition de l'homme par Pascal au XVIIe siècle, je me dis aujourd'hui, qu'est-ce qu'occuper le milieu entre l'extrême fragilité de notre humaine condition, qui est mortelle et qu'un virus peut emporter, et l'extrême grandeur d'une conscience humaine qui, à l'aune de ces épreuves que nous traversons, peut repenser son mode d'existence, son rapport au monde, son rapport aux autres, et donc a cette possibilité de changer. Et moi, je trouve que la grandeur, elle tient à cela. Elle tient à cette faculté que nous avons de construire du nouveau en revisitant l'ancien, sans avoir, si vous voulez, cette espèce de manière de s'enraciner dans des habitudes, mais en osant résister à ce confort. Et dans cette résistance, il y a un maître mot, c'est le mot courage. Le mot courage qui s'oppose au mot négligence dont je parlais tout à l'heure, et le mot courage qui trouve écho dans le mot engagement. Engagement politique, engagement social, qui viendra, comme Brigitte le disait, de la société civile, de chacun de nous, et de cette unité entre nous aussi, dans cette idée de fraternité démocratique, que voulait revisiter Alexis Tocqueville, parce qu'il disait, si nous vivons dans des tyrannies douces que sont devenues nos démocraties, c'est parce qu'il n'y a plus de fraternité, justement, au sens où il n'y a plus de lien social. Mais retrouver le lien social, c'est retrouver notre engagement individuel dans une cohésion entre nous, une unité. Et cette unité, Michel Serres la pense dans le réseau d'une société civile de manière horizontale, immanente, et dans cette prise de conscience de l'homme qui n'a plus seulement affaire à un partenaire humain, son alter ego, son semblable, mais que son frère, c'est aussi le non-humain, aussi bien le végétal
que l'animal et même que la nature, qui devient véritablement sujet de droit. Et d'ailleurs, Michel Serres parle dans ce livre de l'eau, de la terre, de l'air, du feu, des parcs naturels, des fleurs, des forêts, de toutes les espèces vivantes qui peuplent la terre, de celles qui peuplent nos forêts, nos mers, nos océans, ou de celles qui sont sur la banquise et que nous ne voyons pas. Tout est en réseau, dit Michel Serres. Et ce réseau, nous n'en sommes qu'un membre, le membre d'un grand corps vivant. Mais nous ne sommes pas ce corps pour lequel nous nous sommes pris. Repositionner l'homme à sa place de membre n'est pas pour autant abonder dans le sens des non-spécistes. Pardonnez-moi, Monsieur Caron n'est pas là, mais je lui répondrai, l'homme n'est pas une fourmi, l'homme n'est pas une mésange ou une carpe. Ça ne veut pas dire qu'il faille épuiser les sols, tuer les espèces, les voir s'éteindre sous nos yeux ou faire disparaître les oiseaux. Cela veut dire que notre responsabilité d'homme fait que nous avons à répondre aux espèces et donc à les protéger. Et qu'est-ce qu'il est possible de faire sans discours, sans rester au vœu pieux? Eh bien, légiférer. C'est là où le philosophe a sa part avec l'homme de science et l'homme de droit. La législation, comme à l'époque de Rousseau, a fait naître une autre société. Aujourd'hui, elle fera naître un autre monde habitable où, finalement, nous devrons élargir notre rapport à autrui, à un autrui qui n'est pas seulement l'alter ego, mais à un autrui qui est aussi un non-humain. Et ce non-humain aura des droits, comme le dit encore le droit, en proposant des droits aux animaux. Ça ne veut pas dire que nous sommes des animaux comme les autres, justement pas. Sans continuer le spécisme des philosophes qui ont posé l'homme au centre, l'homme au-dessus, l'homme comme sujet et la nature comme objet, parce qu'il était doué de raison et qu'il avait tous les droits, je pose de manière antispéciste un homme qui, par sa différence, a des devoirs envers ses autres non-humains. Et les devoirs qu'il a, c'est des devoirs de protection, donc de législation. C'est des devoirs qui en passent par un engagement politique, un engagement de parole et un engagement d'acte. Et au fond, si dans cet engagement il y a le mot courage, c'est bien que le courage est aujourd'hui à repenser comme une vertu. Et si l'on entend la vertu pas dans le sens d'une moraline moralisatrice, mais dans le sens, au contraire, d'une tenue éthique, parce qu'il est là, l'engagement éthique, il faut le dire, eh bien, nous parlerons dans ce repositionnement de l'homme qui en passe par un décentrement d'une posture, d'une attitude. Et cette attitude rompt avec la servitude volontaire d'une société consumériste pour repenser une société beaucoup plus fraternelle, où le troc, où l'échange, où la considération de l'homme repositionne cet homme, au fond, vraiment, pour l'homme. Ce n'est plus l'homme pour l'argent, la machine, la technique et le capital, c'est la technique, l'argent, la machine pour l'homme et donc l'homme avec le monde. Parce que dans cette dépendance que l'homme, finalement, a subie par lui-même en entrant dans un cercle infernal avec cette technique, eh bien, il faut qu'il puisse s'en échapper en se situant autrement par rapport à ce qu'il invente, par rapport à ce qu'il propose d'innovation, et donc finalement repenser la notion de progrès. Aujourd'hui, ce n'est pas un mot qu'on arbore en philosophie, et pourtant c'est le mot important
qui a un lien avec la vertu du courage, parce que proposer aux jeunes générations l'idée de progrès, c'est justement représenter le monde autrement et repositionner un contrat naturel qui donne à l'homme une autre place, une place davantage active et moins soumise, au fond, aux lois du capital. Une place où l'homme pourra, à partir de cette conscience qu'il a d'être au monde avec le monde, faire une place aux autres. Et dans cette place élargie aux autres, il y va au fond de lui-même, de sa survie, certes, on l'a vu, mais aussi de cette liberté profonde de penser et donc de chercher une société meilleure. Le courage du bien, le courage du beau, le courage de passer le contrat naturel, c'est le courage de changer notre mode de vie à partir justement de cette révolution anthropologique dont je parlais et qui suppose un retour au sol, un retour à l'humus, un retour à l'adama en hébreu, qui signifie Adam, c'est-à-dire la terre, l'argile, le sol rouge, ce sol fertile, et donc finalement repenser notre mode de vie citadin pour se dire peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec nos campagnes, avec nos paysans, et avec nos apiculteurs, et avec tous ces producteurs locaux. Et je repensais ce matin aux rencontres que j'allais faire ce soir au café de la mairie, et je me disais que dans Candide, Voltaire fait dire à un autochtone avec lequel Candide parle, c'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe, au prix de vos colonisations. Et moi, quand je regarde le monde paysan en France, quand j'ai vu récemment le documentaire Cyril, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes, ou le film d'Hubert Charuel, Petit paysan, je me dis c'est peut-être à ce prix que nos carrefours sont remplis. Au prix d'une détresse paysanne, au prix de suicides paysans, au prix de campagnes désertées, de paysans qu'on laisse crever, de lobbies qui nous arrangent parce qu'on ne voit pas ce qu'elles font, ou au prix également de ce que l'on fait subir aux animaux dans les abattoirs. C'est absolument indigne. Si on le voyait, on ne mangerait plus de viande. Et c'était d'ailleurs l'occasion d'une rencontre à Ground Control avec le Collège international de philosophie, rencontre avec Brigitte et Christian, où je parlais des textes des auteurs de l'Antiquité grecque, qui déjà, c'était Plutarque, je parlais de Plutarque en fait, qui, outre ses vies parallèles, a écrit des traités de défense pour la vie animale et proposait déjà, comme Michel Serres dans les années 90 avec ce contrat naturel, une manière de repositionner notre façon de voir l'animal, sans nous prendre pour un animal comme un autre, mais de repositionner un dialogue possible avec lui. Et justement, ce dialogue, il en passe par une prise de conscience de notre humanité. Qui sommes-nous, nous les hommes qui avons-nous été, sinon ces enfants terribles, gaspillant des biens qui nous avaient été alloués ou confiés, et pas donnés de manière indéfinie ou inépuisable. Et donc c'est là que je crois que le milieu dont parle Pascal, si l'homme est un milieu entre rien et tout, a un sens. Parce qu'au XVIIe siècle, occuper un milieu, c'était ce que Montaigne déjà disait dans ses essais, avoir une assiette. Et l'assiette, dans cette langue du XVIIe siècle, signifie l'équilibre. Trouver cet équilibre pour tenir le milieu entre deux extrêmes, deux excès, c'est peut-être être cet homme collaborateur infini avec autrui comme autre non-humain. Et dans cette collaboration, dans ce dialogue, je crois que l'homme a toujours à repositionner sa conscience sans se reposer sur des acquis, sans se cacher derrière des accoutumances de langage
ou des familiarités de perception, mais toujours en essayant de donner la parole à cette nature, c'est-à-dire en cessant finalement peut-être de voir le monde depuis sa raison. Et il est là, au fond, je ne sais pas ce que vous en pensez, l'idée de contrat naturel. C'est l'idée de revenir à la nature même, c'est-à-dire de laisser à la nature le droit d'être nature, c'est-à-dire le droit d'occuper sa place. Et donc de ne pas empiéter ainsi sur les territoires naturels, en réduisant ces derniers pour les animaux sauvages, pour les oiseaux, pour les poissons, en pensant que nous ne sommes pas ici comme maîtres et possesseurs, mais peut-être comme collaborateurs, partenaires, membres à part entière, certes, mais avec d'autres membres à part entière que sont les autres vivants, toute espèce confondue. Et je crois que là, ça rabat notre arrogance. Nous qui avons cette capacité du langage articulé, nous avons cru que le silence des bêtes était un non-langage. Or, il en est un. Il en est un. Comme l'air, comme les forêts ont un langage. Mais nous n'avons pas l'écoute de ce langage. La nature est devenue un vieux grimoire illisible. Décrypter la nature est rendu à quelques saints comme François d'Assise ou scientifiques comme Galilée ou Einstein, c'est-à-dire des hommes qui ont cette capacité de faire silence pour écouter, c'est-à-dire de répondre à un appel qui vient en deçà de nous, par-delà nous-mêmes, et qui est peut-être premier. Alors au fond, la nature, c'est peut-être le réel que nous ne saurons jamais arraisonner, mais un réel qui est toujours premier et qui nous renvoie à ce milieu que nous occupons, c'est-à-dire rien. Car ce réel de l'homme, c'est rien, mais ce rien, ce n'est pas rien. Je ne fais pas du Raymond DeVos. Ce rien, ce n'est pas rien. C'est-à-dire que ce n'est pas un néant. Ce rien, c'est quelque chose parmi d'autres choses. C'est-à-dire, c'est ce précaire. C'est-à-dire ce res, la chose qui a donné l'accusatif en latin rem et qui a fait que ce petit rien qu'est l'homme devient un tout quand l'homme pense. Et qu'est-ce que penser? C'est peut-être penser avec un A aujourd'hui. Penser, c'est revenir sur les erreurs que nous avons commises, tirer des leçons de nos expériences malheureuses et ne plus refaire les mêmes erreurs, et donc ne plus s'isoler, mais construire un monde ensemble, moins égoïste, plus fraternel, et plus fraternel au sens élargi du terme, avec tous les autres vivants. Et ce courage de l'engagement, dans la vertu justement du courage d'aujourd'hui, c'est peut-être un courage de la résistance. Être un résistant aujourd'hui, c'est être résistant à notre échelle et à une échelle plus sociétale, dans la société civile, d'une manière de consommer, d'une manière de penser son existence, d'être en relation avec les autres et de ne pas se dire « voilà, après moi le déluge » ou « de toute façon c'est mort, c'est fini ». Mais résister, c'est construire pour la jeunesse qui vient, qui monte, un monde de demain, sans céder à la collapsologie catastrophiste, sans céder à l'hyper-individualisme, mais en occupant le milieu entre ces deux extrêmes. Alors, pour terminer, j'aimerais lire Michel Serres, un passage, je vous en ai aussi proposé d'autres, vous pourrez partir avec, j'ai fait 30 photocopies, donc le nombre est là. C'est un passage qu'il nomme dans son livre, à la page 80 des éditions du Pommier, « Retournement ». Donc ça veut déjà tout dire. Le retournement, vous le savez, c'est un mot qui vient du latin « se retourner », qui est aussi une conversion. Aujourd'hui, une conversion, nous devons la faire, c'est la conversion de l'homme. C'est un retournement, une conversion, c'est convertere, c'est-à-dire vraiment une révolution. Vous vous retournez à 180 degrés.
et dont vous changez vos habitudes de vie. Et c'est possible. C'est pas impossible. Ce sera dur, mais le courage, c'est toujours le courage de se sentir fort dans l'adversité, de résister dans des zones d'ombre et donc d'être cet homme tenant droit dans sa liberté. La posture humaine, elle fait penser à une posture physiologique du corps de l'homme qui est debout, mais reprenons notre position debout. Ne soyons pas des hommes couchés qui refusent de penser. Ne soyons pas des hommes endormis qui refusent de s'éveiller, mais soyons ces hommes courageux, acceptant le défi qui nous attend pour relever ensemble cette nature que nous avons abîmée et donner à la possibilité de nos générations futures d'autres formes de société habitables. Habiter le monde aujourd'hui, c'est vraiment le penser dans le courage d'une résistance, dans la force d'un retournement, dans l'occupation d'un milieu sans céder aux excès, aux extrêmes, en retrouvant cet équilibre fragile de l'assiette qui suppose le dialogue ininterrompu avec la nature, le contrat naturel, le partenariat avec un monde réel. Je laisse la parole à Michel Serres. À force de la maîtriser, nous sommes devenus tant et si peu maîtres de la terre qu'elle menace de nous maîtriser de nouveau à son tour. Par elle, avec elle et en elle, nous partageons un même destin temporel. Plus encore que nous la possédons, elle va nous posséder comme autrefois, quand existait la vieille nécessité qui nous soumettait aux contraintes naturelles. Mais autrement qu'autrefois, jadis localement, globalement aujourd'hui. Pourquoi faut-il désormais chercher à maîtriser notre maîtrise? Parce que non réglée, excédant son but, contre-productive, la maîtrise pure se retourne contre soi. Ainsi, les anciens parasites, mis en danger de mort par les excès commis sur leurs hôtes, qui, morts, ne les nourrissent plus, ni ne les logent, deviennent obligatoirement des symbiotes. Quand l'épidémie prend fin, disparaissent les microbes même, faute des supports de leur prolifération. Non seulement la nouvelle nature est comme telle globale, mais elle réagit globalement à nos actions locales. Il faut donc changer de direction. Changer de direction, laisser le cap imposé par la philosophie de Descartes. En raison de ces interactions croisées, la maîtrise ne dure qu'un terme court et se tourne en servitude. La propriété de même reste une emprise rapide où se termine par la destruction. Voici la bifurcation de l'histoire. Nous y sommes, nous en sommes de la bifurcation de l'histoire, ou la mort, ou la symbiose, ou le contrat naturel, ou la mort individuelle, et ensuite globale. Or, cette conclusion philosophique, jadis connue et pratiquée par les cultures agraires et maritimes, quoique localement et dans les limites temporelles étroites, resterait lettre morte si elle ne s'inscrivait pas dans un droit. Je vous remercie. Bravo. Merci de votre attention. Je pense que là, le cœur de ce soir, c'est le débat. C'est le débat. Donc nous avons Allez-y. presque une heure pour débattre. Très bien. C'est pas habituel. Normalement, c'est une demi-heure. C'est bien. Je pouvais continuer, vous voyez, j'avais préparé plein de choses, mais c'est très bien. Il y a les axes voilà. d'un débat, là. Servitude volontaire. Je crois que j'ai lancé suffisamment de pistes, j'ai mis suffisamment de zones de silence, de blanc ou d'ombre pour vous laisser la parole, parce que c'est quand même... Enfin, Brigitte l'a rappelé, moi je suis prof, je fais pas de cours magistraux, je prépare beaucoup, et beaucoup, j'entends dans cet adverbe que je coupe beaucoup dans des préparations très longues. C'est-à-dire qu'après avoir préparé, je laisse reposer la pâte, comme les bons cuisiniers, j'y reviens, et je ne prends que ce qui a levé. Donc à vous d'occuper ce levain. Vous m'avez donné... Non, il faut absolument lever le bras pour savoir qui veut parler. Avec plaisir. Donc, alors, priorité aux dames. je laisse Brigitte être modulatrice. Merci Brigitte.
on est en plein coronavirus, que le coronavirus est le produit de la société que vous avez dénoncée. Hein. C'est exactement ça. Donc c'est un symptôme extraordinaire, c'est un signal d'alarme. Si on ne le comprend pas, c'est qu'on ne comprend rien du tout. Moi je dirais que c'est un mal pour un bien, le coronavirus. D'ailleurs, M. Macron, qui a fait un discours il n'y a pas longtemps, il a revu sa conception de l'économie. Oui, tout à fait. Je suis ravie de cette situation, déjà ça peut choquer, mais là, ça y est, vous voyez, d'un seul coup l'économie, ça s'est effondré par un petit virus invisible, avec lequel on ne peut pas négocier, on ne peut pas mettre en prison, sur lequel on ne peut pas faire de chantage. Et si les instances planétaires ne comprennent pas, c'est grave. Et puis j'aimerais que les citoyens aussi le comprennent. Et puis, notre façon de consommer, vous avez parlé des aminoacides, ce que vous avez dit, moi, me ravit, je partage totalement non seulement votre façon de penser, mais ce que vous ressentez aussi, c'est un ressenti, tout ça. Et je vais dire aussi, quand vous avez parlé des animaux sauvages, il ne faut pas oublier les animaux qu'on a servis et qu'on qualifie maintenant d'animaux d'élevage, comme s'ils étaient nés pour ça. C'est nous qui avons infligé ce destin. Parce que les petits paysans, certes, mais l'agriculture et l'élevage industriel, c'est plus des petits paysans, c'est le lobby FNSEA et tout ça, et qu'on trouve partout sur la planète. Et ces gens-là aussi sont justement, maintiennent des structures dans nos sociétés au niveau planétaire, partout aussi bien en Chine qu'en Amérique, qu'en Europe, qu'en France, qui sont abominables. Et chaque citoyen a un pouvoir aussi par rapport à ça, hein, dans sa façon de consommer, dans le refus soit carrément de consommer de la viande, ou en tout cas provenant d'élevage en batterie, et ainsi de suite. Voyez. Donc voilà ce que je voulais dire. Dans un premier temps, simplement faire aussi un petit coucou à, on en parlait plus tard, puis aussi le mouvement pythagoricien oui. qui prônait justement de ne pas manger de viande parce que ce qu'on se permettait vis-à-vis des animaux, alors c'était non seulement la souffrance animale, mais même simplement se positionner de quel droit l'être humain a-t-il décidé que les autres êtres non humains, qui ne sont pas forcément ses égaux, mais c'est même pas le problème, ces autres êtres non humains, de quel droit avons-nous décidé qu'ils étaient à notre disposition? Alors déjà, à l'Antiquité grecque, ils mettaient ça en question. Hein. Donc c'est quand même intéressant tout ça de voir, et qu'aujourd'hui on arrive à parler de Greta Thunberg, ça donne un peu d'espoir, une jeune fille comme ça, hein, et puis enfin tous les gens qui ont maintenant cette prise de conscience et ce ressenti. Plus qui vient d'arriver, ça me donne de l'espoir quand même hein, sur l'évolution de la société. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce que je viens de dire. Oui, vous savez, en vous écoutant attentivement, madame, j'ai repensé à une lecture que j'ai faite il y a 3 ans d'un roman qu'un ami m'avait recommandé. Il m'avait même offert le livre de Karen Haushofer, une romancière autrichienne, un livre qui s'intitule « Le mur invisible ». C'est un livre qui a profondément changé ma vie. Vous savez, vous avez des lectures qui sont comme des rencontres et qui vous bouleversent. Et dans ce livre, une femme se heurte à un mur invisible où elle se retrouve seule dans les montagnes autrichiennes, où il y a une vache qui va véler, un chien, un chat et les animaux des forêts. Et elle apprend à vivre seule avec ces animaux. Et tout au long de ce roman de 300 pages, il y a un dialogue avec la nature et les animaux qui deviennent ses compagnons, sans mièvrerie, avec une finesse, une profondeur philosophique et littéraire. Hein. C'est traduit de l'allemand, mais bon, voilà, c'est très bien traduit. C'est un livre que je vous recommande. J'espère qu'à la rencontre de cet auteur et de ce livre, qui est absolument bouleversant, magnifique et très prémonitoire, hein, vous éprouverez ce que Madame disait, c'est-à-dire au fond cette question qui était en filigrane dans votre intervention, et c'est pour ça que je pensais à cette romancière, cette question de la qualité, c'est-à-dire la qualité d'un regard posé sur l'autre. Et la qualité suppose un maître mot en philosophie que je reprendrai à ma sœur philosophe Simone Weil, dans La condition ouvrière, hein, puisqu'elle s'est beaucoup engagée dans ces questions.
celle de l'attention. Comment redonner à l'ouvrier qui travaille à la chaîne dans les usines du Fordisme une dignité, passer de la cadence au rythme, passer du rapport à la machine qui est complètement déshumanisant en redonnant un visage à l'ouvrier, eh bien, c'est aujourd'hui peut-être repenser l'élevage et pas seulement un élevage industriel et plus un élevage industriel, mais repenser notre mode de régime carné, c'est être attentif à cet autre qui collabore avec nous aussi sur cette planète, habiter le monde avec lui, sans en faire son objet, sa propriété, hein, au détriment de sa souffrance même. Et donc, au fond, redonner à l'attention qu'on a au monde une qualité. Et cette qualité, je la nommerai ici, à travers et grâce à votre intervention, la vigilance contre la négligence dont je parlais tout à l'heure. Monsieur? En vous écoutant, madame, il y a plusieurs idées dispersées et éparses qui se sont rassemblées, structurées. Je ne suis pas philosophe de nature, bon, je suis plutôt scientifique que philosophe, mais enfin, dans votre discours, des images me reviennent. Et pas seulement les images de elle, l'association qui surveille les abattoirs, là. Je pensais à une image d'un film que j'avais beaucoup aimé et qui était Avatar. Et il y a une scène d'Avatar qui a été évoquée immédiatement par votre discours. Un animal vient d'être tué par les héros du film. Il y avait un guerrier terrien et puis une Navy. Il l'accompagnait. Le guerrier félicite la Navy d'avoir tué la bête qui était dangereuse. Et la Navy lui répond non, ce n'est pas bien. C'est une catastrophe. Et la scène s'est terminée par une prière accordée à l'âme de la bête qui venait d'être tuée. Et ça me fait penser à quelque chose d'autre. Je me demande si nos ancêtres, avant le néolithique, donc le paléolithique, n'avaient pas un ressenti des animaux un petit peu de ce genre. C'est-à-dire un animal meurt, sacrifie sa vie pour prolonger la nôtre. C'est le chamanisme. C'est Le chamanisme. le chamanisme, voilà, c'est ça, vous avez trouvé le mot. Et à vous écouter, je ressens que cette attitude s'applique en fait à la Terre entière et à tout ce qu'il y a dessus, entre nous et la Terre. C'est très profond ce que vous dites, La monsieur. Terre est une personne, Oui. en entière, une personne collective peut-être, et même plus que collective. Il y a non seulement les humains, les animaux, les végétaux, mais également le support, les minéraux, c'est-à-dire la Terre elle-même. Et j'avais lu un autre livre qui m'avait beaucoup impressionné, dont le titre c'est Sapiens, vous connaissez peut-être, Oui, oui, oui. et qui raconte aussi que même à l'époque paléolithique, Oui. les activités de chasse des humains avaient provoqué beaucoup d'extinctions massives d'animaux, bien avant la naissance de l'agriculture, bien avant. Et que, en fait, l'agriculture avait en quelque sorte emprisonné les êtres humains sur un lieu, un village, une ferme, une exploitation, et les avait mis, comment dirais-je, quand on tient une exploitation agricole, et puis qu'il arrive un malheur dans la région où il y a cette exploitation, on ne peut pas s'en aller, on ne peut pas s'enfuir sans tout perdre. Alors que les anciens chasseurs pouvaient s'en aller ailleurs quand les choses tournaient mal dans une région où ils étaient. Ils allaient ailleurs, chasser, pêcher ailleurs, trouver d'autres ressources. Oui, c'est le moment décisif du néolithique. Le moment décisif du néolithique. C'est-à-dire qu'on est passé du nomadisme à la sédentarisation, et donc à la propriété. À la propriété. Et c'est le début des guerres. Le début des guerres, le début des conflits, le début des religions en même temps d'ailleurs. Enfin, c'est une opinion de l'auteur, c'est pas la mienne. C'est une opinion de l'auteur. C'est pas les opinions. Il prenait comme exemple Çatalhöyük en Asie mineure, Oui, oui. avec un énorme rassemblement qui aurait peut-être été non pas la conséquence, mais la cause de la révolution néolithique à cet endroit-là. Enfin, c'est son opinion, c'est son hypothèse. Oui, oui, Çatalhöyük, et puis c'est aussi
par le néolithique l'avènement de la vie citadine, avec Vie citadine. Ur en Chaldée C'était ou une Marie. ville, oui. Voilà, toutes les villes du bassin mésopotamien entre le Tigre et l'Euphrate, c'est le premier bassin humain de sédentarisation grâce à l'agriculture. L'agriculture. Et donc là, vous avez entièrement raison, oui, 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 tout à fait. Et bon, je vais revenir un peu sur ce que vous disiez en amont dans votre première intervention. L'âme animale. Euh, Anima, âme, c'est la même racine. Tout à fait, vous avez raison de le dire. Merci. Oui, c'est très juste. Merci de votre intervention, monsieur. Je reviens à la première partie de celle-ci, c'est-à-dire au film Avatar. Et ce film qui raconte la découverte d'une autre planète par les terriens qui sont arrivés à épuisement de leur sol et donc de leurs ressources en énergie fossile et qui découvrent que sous l'arbre cultuel de ces Navy, voilà, il y a un minerai qui pourrait sauver et faire continuer la vie sur Terre pour les humains. Et donc, bon, c'est un combat pour l'avoir, justement, ce fameux minerai. Et la scène que vous évoquez et qui vous fait penser à cette âme animale vous fait poser la question, mais au fond, moi, je me demande si nos ancêtres du Paléolithique moyen ou supérieur, le Cro-Magnon, n'avaient pas ce rapport beaucoup plus sensible aux animaux. C'est-à-dire cette attention, cette vigile de l'esprit, cette vigilance à l'âme animale, pensant que cette âme allait quelque part, et en tout cas qu'elle continuait sa vie en passant par l'homme. Et donc en faisant souffrir nos bêtes comme on les fait souffrir aujourd'hui dans les abattoirs, en les mangeant ensuite, qu'est-ce qu'on mange? Une souffrance extrême, un stress incroyable qui n'est pas sans effet sur nos vies. Ça, faut pas se leurrer. Donc il y a cette première chose que je voulais dire. Et puis vous vous disiez, en vous posant cette question, oui, effectivement, mais c'est des questions de préhistoriens aussi. L'abbé Breuil, en rapport avec ce que vous dites, monsieur, pensait tout à fait que ces peintures rupestres que l'on voit à Chauvet, 36 000 ans BP, before present, donc voilà, il y a très longtemps, ou les peintures rupestres d'Altamira, de Lascaux, qui sont des frises principalement animales, voilà, des chevaux, des aurochs, etc. Des animaux qui peuplaient les régions de ces hommes, donc leur lieu d'habitat, étaient probablement, selon Breuil, reliés à des rites chamaniques. D'où ces mains positives, ces mains négatives de ces grottes préhistoriques, des Ézitayak dans le Périgord noir. Je pense au Combarel, mais je pense aussi surtout à Font-de-Gaume et bien sûr à la grotte près de Cahors, là, dans le Quercy, c'est-à-dire Pêche-Merle, où on voit de très belles mains négatives. Pour le dire autrement, cette théorie est déjà en débat chez les préhistoriens. Et cette théorie a des manifestations encore aujourd'hui dans certaines tribus africaines, puisque les ethnologues vous parlent des tribus du Kalahari, les Bushman, qui tuent l'animal nécessaire à la survie de la tribu, et quand ils le tuent en essayant de ne jamais le faire souffrir, ils décochent une flèche ici, près de la carotide, que l'animal tombe, ne souffre pas. Et ensuite, quand ils enlèvent la flèche, les Bushman parlent, le chasseur Bushman parle dans le trou qu'a fait cette flèche à l'âme animale pour la remercier et lui demander pardon. Exactement comme dans cette scène des Navy, que je trouve très belle. Et d'ailleurs, la jeune Navy dit à l'avatar, en fait, du terrien, qui la remercie de lui avoir sauvé la vie en tuant cet animal sauvage. Toi, tout petit, tu ne vas pas comprendre. Tu es enfant. Oui. Tu n'as pas compris que c'était un drame. Je pense qu'on sort de notre enfance, on passe aujourd'hui à une prise de conscience qui n'est pas sans souffrance, parce qu'on a attendu que ces événements nous tombent dessus. On n'a pas eu cette précaution de protéger avant. J'ai connu un boucher en Corrèze qui avait... Attendez,
Je pense qu'il faut laisser la parole aux autres. Ah, pardon, madame, oui. Oui, alors vous savez qu'en 2019, il y a eu 3 grands incendies, donc l'Amazonie, la Sibérie et L'Australie. L'Australie. Donc plus d'1 milliard d'animaux sont morts. Voilà. Et donc je dis ça, c'est pour en préambule, parce que là j'ai un petit texte tout type de Aurélien Barraud, qui défend beaucoup la cause animale. Oui, oui, un astrophysicien. Ça a un lien avec l'épidémie. Voilà, vous savez que ça s'est passé à Wuhan avec chauves-souris, pangolins, etc. Alors il dit ceci. Il est vrai que blâmer les animaux sauvages de l'apparition de pandémies est quand même particulièrement dégueulasse. Dépourvus de lieu de vie, des animaux qui ne se croisent jamais sont amenés à s'exiler ensemble et les virus, dont certains mammifères étaient porteurs sains, peuvent alors passer la barrière des espèces chez ces réfugiés. C'est la destruction massive des habitats vivus. Et très vraisemblablement l'emplacement des animaux vivants dans les marchés. La monstruosité systémique participe à la création de monstres. Ce n'est pas mystique, c'est scientifique. Voilà, c'est simple, quoi. On doit les respecter, sinon ils nous tuent et on le voit là, quoi. Ça, ce virus, il est passé d'un animal. Bien sûr que c'est la conséquence de tout ce que Aurélien Barraud dénonce. Hein. C'est quelqu'un de très engagé, très militant, qui passait pour un doudingue il y a encore 10 ans, alors que son discours, c'est pas le discours d'un doudingue, hein. C'est un discours scientifique qu'il faut écouter, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et effectivement, ce qu'il dit est particulièrement dégueulasse, mais c'est parce qu'on ne veut pas voir. On ne veut pas voir. Donc il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, ou pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Donc on déporte toujours la faute sur les autres. Et je dirais qu'aujourd'hui, il s'agit de revisiter cette notion de courage en commençant par soi, quoi, déjà. Alain? Enfin, d'une part, j'essaye de m'y retrouver dans le fil de cette histoire du rapport des hommes avec la nature. D'abord, je voudrais dire que, à propos de cette hypothèse, disons qu'il est toujours une hypothèse, enfin que les guerres ne sont apparues qu'à partir du moment où il y a eu propriété privée ou je sais pas quoi. Ça, c'est ce qu'on, disons, je dirais, c'est ce qu'on a envie de penser, c'est bien sûr. Du temps de la cueillette, etc., il n'y avait pas de guerre, mais c'est à peu près certain qu'un jour ou l'autre, on va découvrir que c'est pas ça, enfin, on va découvrir, je sais pas, je ne sais où, dans un travail archéologique, que finalement, contrairement à ce qu'on croit, il y avait quand même des guerres aussi avant, etc. Bon, je suis à peu près certain de ça. Parce qu'en fait, c'est tellement difficile de savoir quand même sur ce qui s'est passé il y a 50 000 ans ou 100 000 ans. On est dépendant là du hasard, pratiquement des découvertes archéologiques, quoi. Enfin, bon, alors ça, c'est ce que je voulais dire d'abord. Mais alors maintenant, à propos de l'histoire du rapport de l'homme avec la nature, en fait, il a commencé par une situation de dépendance totale. Enfin, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dépendant aujourd'hui, hein, mais enfin, à l'origine, quand même, les hommes étaient complètement livrés, pratiquement aux éléments, on va dire, enfin, que ce soit aux catastrophes naturelles, enfin, toutes les violences, on va dire, de la nature, enfin, les violences, du point de vue de la nature, c'est pas de la violence, mais du point de vue de l'homme, ça mettait en péril son existence, et puis il fallait, d'une part, avec les animaux sauvages, les catastrophes naturelles, etc. Et puis en plus, alors il fallait qu'ils trouvent le moyen de vivre, enfin de subsister, enfin il fallait donc qu'ils cultivent de quoi se nourrir, et il était complètement dépendant, même jusqu'au XVIIIe siècle. Je crois que la dernière famine en France, c'est autour de 1830, hein, quelque chose comme ça. C'est vraiment pas si vieux que ça. Hein. Et à l'origine, donc l'homme était vraiment livré de pieds et poings liés avec à la nature, on va dire. Bon. Sans parler évidemment des guerres qui aggravent les choses. Mais alors du coup, maintenant, ce qui est nouveau, c'est qu'on a acquis effectivement une puissance
d'action et donc aussi de destruction sur la nature qui fait que, alors, maintenant on n'est plus dépendant directement, enfin on n'est quand même pas menacé tous les ans d'une famine parce qu'il y aurait eu, je sais pas, des orages qui auraient détruit les récoltes. Enfin, dire, là on a quand même dépassé ça. Et puis même malheureusement, je dirais parce que le remembrement des années 50-60 a bousillé les paysages et puis a bousillé aussi l'écologie, évidemment, on le sait maintenant. Enfin, mais c'était quand même pour que tout le monde puisse... pour assurer la subsistance à tout le monde aussi. Il y avait ça aussi. Alors maintenant, évidemment, on pourrait peut-être passer à autre chose parce qu'on a suffisamment... on fait suffisamment de subsistance. Surconsommation. Hein. Oui, maintenant, on est à la surconsommation. Et surproduction. Oui, mais ça, c'est un phénomène nouveau. C'est nouveau. À l'origine, c'était pas ça, c'était la surproduction. Justement, et c'était la dépendance des gens vis-à-vis de tout ça. Alors, je pense que... donc, je dis ça parce que... Enfin, il faut retrouver, je pense, un peu le fil, un peu la profondeur de l'histoire. C'est-à-dire que maintenant, alors effectivement, on surproduit, puis on est dans l'aveuglement, enfin, en exploitant n'importe comment les ressources naturelles, et on met en danger notre propre existence, pratiquement, sur Terre. Donc là, il faut réagir, mais quelle est ta question? je n'ai pas vraiment de question. Ah bon, d'accord. Bon, ben, on a compris, je crois. Mais tout de même, je trouve que il faut aujourd'hui aussi. Là, tu as vu la forêt brûle en Amazonie, en Sibérie, en Australie. Je veux dire, ce sont des intempéries que l'homme a créées cette fois. Ça, c'est pas la nature, mais c'est l'homme qui a créé ça. Parce qu'il exploite la terre, il désertifie la terre, etc. Et ça met en danger l'homme, disons, effectivement. Enfin, ça a toujours mis en danger l'homme et les animaux. Oui, mais on Le s'en plus grave, ce sont les océans. Mais on s'en Oui, bien sûr. occupe parce que ça met en danger les hommes. Je veux dire, c'est ça, parce que la nature, je dirais, enfin, si on pouvait dire que la nature pense, enfin la nature, je pense qu'elle s'en fout complètement, elle en a vu d'autres. Le koala, il grimpe. Elle en a vu d'autres. Les animaux s'en fichent pas. Hein. Il n'y a pas que l'homme sur Terre. Ici, tous les êtres humains. Oui, mais on s'en occupe parce que c'est nous qui sommes menacés maintenant. Bah, ça dépend. On ne voit pas les choses comme ça. Ah non. Il y a beaucoup de gens qui luttent pour que conscience. S'il vous plaît, pas de. Il faut lever le bras, pour la main, pour. Voilà, Bruno. D'accord. Faroucha et puis Christian. Pardon. J'ai parlé tout à l'heure hier, je ne sais pas si vous m'entendez, ça sera plus. Silence, il a une voix basse. Non, j'ai plus de voix. Non, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous dites à 100%, ça me marche très bien, ça fait payer le coup, et puis votre engagement. Après, juste bon, d'abord, il a raison avec une valeur, ensuite, valeur anthropocentrée, et puis après, dans le vivant, il faudra définir quelle est la valeur du vivant. Ouais, est-ce que c'est sa vulnérabilité? Est-ce que c'est sa capacité d'autocréation? Si on sort de l'anthropocentrisme, comment on fait pour hiérarchiser le nouveau-né handicapé avec le chimpanzé qui a des grosses facultés, etc. Comment on s'en sort de la hiérarchie et de l'égalité? Ça, c'est une question que je trouve difficile. Si la nature a une dignité, qu'est-ce qu'on a, nous, une sacralité? Il faut trouver quelque chose d'autre pour quand même respecter. Bon. Après, deuxième chose, par rapport au contrat, à la raison, en fait, il y a en fait deux économies. Il y a Ricoeur qui dit dans un petit texte très rapidement, dans Amour et Justice, quelques lignes, il dit en fait il y a deux logiques d'échange. Il y a la logique de surabondance et la logique d'équivalence. La logique d'équivalence, c'est en fait le contrat. C'est-à-dire que la logique d'équivalence, c'est l'économie et c'est le droit. La logique d'équivalence, c'est je donne 1 euro et je reçois une baguette de pain. Je donne 500 euros et je reçois un iPhone. L'économie est du donnant-donnant, c'est l'équivalence. Et la logique d'équivalence, c'est aussi le droit. C'est-à-dire, je fais telle faute, j'ai telle sanction, il y a équivalence entre la faute et la sanction. Et donc la logique d'équivalence, c'est le contrat. Et la logique d'équivalence, c'est une logique de la raison, en fait. Donc, commencer par le contrat pour poser le point d'appui de démarrage, c'est pour moi commencer par la raison quand même. Et je continue sur la surabondance et par rapport aux chasseurs indinistes qui pardonnaient, etc. Et par opposition, la logique de surabondance, c'est il m'a été donné, et donc je vais rendre. C'est plutôt à la Marcel Mauss dans l'économie du temps. C'est-à-dire en fait, je commence par recevoir la vie, et comme j'ai reçu la vie, je suis poussé à rendre, mais par gratitude, parce que je suis heureux de donner. Et en fait, ces logiques de surabondance, elles s'enracinent dans la naissance. Et dans l'économie
dans l'économie marchande, le miroir, c'est l'économie du don contre don, et par rapport à la justice, c'est le pardon. C'est-à-dire qu'en fait, ça rejoint votre cycle de don contre don avec la nature, et pardon aussi qui est une logique de surabondance. Et je pense que ça s'enracine dans la logique de surabondance et pas dans la logique d'équivalence au démarrage. Et par rapport au vocabulaire, quand vous dites l'homme, très bien, mais je pense que si on considère qu'on a une composante bisexuée, qu'on est à la fois masculin et féminin, féminin et masculin, je pense qu'en fait, le point d'appui aujourd'hui pour sortir est dans la logique de surabondance, parce que ça s'enracine dans la naissance, c'est du féminin plutôt, c'est-à-dire c'est de la relation avec le réel féminin dans le sens de la composante, je ne sais pas si vous me suivez, mais je veux dire par là que le contrat, la raison, l'émancipation, la liberté, tout ça c'est du masculin, c'est de l'homme. Donc aujourd'hui il faut un basculement pour renouer avec leur rencontre avec le réel, qui est de la logique de surabondance. Et les hommes ont passé 25 siècles en philosophie à parler de la mort, d'autonomie, de la liberté. Et la naissance, ça allait très tard. C'est arrivé avec Hannah Arendt, la natalité, le miracle de la natalité, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que le point d'appui ne me semble pas être dans le contrat. Il me semble être dans la logique de surabondance, dans la naissance, dans le féminin, dans le réel, dans l'attention, comme parle Simone Veil. Je ne sais pas si vous suivez ce que je veux dire. Si. Je veux dire que le contrat reste anthropocentré. Par exemple, Rousseau, le contrat, c'est je suis souverain, je suis point de départ, je suis point d'arrivée, je tiens quelque chose, je suis un souverain. Alors que la logique de surabondance, c'est puisqu'il m'a été donné. Et notre époque a une pathologie d'équivalence. On ne reconnaît plus qu'il nous a été donné. On est le point de départ, on ne reconnaît plus qu'il nous a été donné, on est coupé de la source qui est la surabondance. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Donc je pense que la surabondance, c'est le soin, c'est la responsabilité à l'égard de la vulnérabilité, c'est l'hospitalité, c'est le don contre don, c'est l'habitabilité commune à mettre en place. Ça, c'est de la logique de surabondance. Mais ça commence, à mon avis, par ça. C'est là la source, plus que le contrat. On prend Farouja ou vous voulez réagir? Oui, alors je vais réagir, hein, parce que comme il y a 3 éléments à votre intervention, si j'écoute ensuite Madame, je risque de me perdre. Oui. Merci, parce que à travers votre intervention, je retiens 3 points essentiels, et donc 3 objections possibles. Le premier concernant la raison, le second concernant l'homme, le troisième concernant les relations de l'homme à son environnement et au prochain de manière large, c'est-à-dire aux logiques d'équivalence et de surabondance que vous reprenez à ce livre de Paul Ricoeur. Alors déjà, concernant le premier point, c'est vrai que quand on parle dans un temps court, on n'a pas le temps de suffisamment développer. Et vous avez raison de dénoncer cette zone allusive qui crée des zones d'ombre où l'on peut entendre, à travers ce petit discours que j'ai fait, qu'il s'agit de passer à un autre régime que celui de la raison. Parce que l'homme se serait défini comme maître et possesseur de la nature en tant qu'homme rationnel. Donc définition d'Aristote. L'homme est un animal rationnel et parlant. Hein. Il pense, il parle. Je pense que dans ce décentrement qui invite au repositionnement de l'homme, il n'y a pas de discours misologue, c'est-à-dire de haine de la raison, mais une manière de critiquer la raison, comme Kant l'avait fait déjà en son temps, sans renoncer à la raison, Kant la replace dans les catégories de l'entendement. Il critique une raison pure, c'est-à-dire arrogante, qui cherche à définir Dieu en prouvant son existence, à dire qu'il y a eu un commencement dans le temps et l'espace, et à opérer une connaissance claire et distincte du moi. Il critique ces fameuses antinomies de la raison pure. Eh bien, je dirais aujourd'hui que l'homme doit repenser ce rapport de perception ultra-rationnelle et donc calculé, parce que ratio veut dire calcul, et donc ultra-libéral, de propriétaire qu'il a eu avec le monde naturel. Et à ce titre, la raison doit faire une place à ce que Pascal appelle le cœur, c'est-à-dire pas le sentiment,
avec cet aspect mièvre qu'on pourrait lui prêter de sentimentalisme, mais avec cette faculté des principes. Savoir, au fond, revenir à ce qu'est l'homme, au sens large, homme et femme, c'est-à-dire à la fois l'animus et l'anima, à la fois le féminin et le masculin, logique de surabondance et de naissance, logique du contrat, sans les positionner l'un contre l'autre, cet homme et cette femme, cet esprit masculin, cet esprit féminin, les penser ensemble serait peut-être la gageure de demain. Car l'attention vélienne dont vous parliez, pour revenir avec la natalité arendtienne, elle se positionne peut-être précisément dans le milieu entre ce masculin et ce féminin. C'est-à-dire, au fond, et c'est tout l'équilibre fragile à maintenir et à rechercher, comment parvenir dans cette raison qui nous a forgés à faire une place à l'écoute. C'est-à-dire faire une place à cette attention vigilante qui suppose un regard laissant place. Et donc, pour rejoindre le concept que vous avez énoncé, l'hospitalité. Et c'est très intéressant ce mot, merci de l'avoir prononcé, parce que l'homme partenaire, c'est peut-être davantage, et vous avez raison, en cela vous corrigez complètement, je partage votre idée. L'homme partenaire, c'est un homme qui est un hôte, au double sens du terme, c'est-à-dire l'hôte, vous savez, celui qui vous accueille chez lui, et vous êtes son hôte en même temps. Donc c'est à la fois celui qui reçoit et celui qui est reçu. Il est à la fois actif et passif. Et c'est intéressant à un double titre, car l'homme actif n'est actif que quand il comprendra que son action, c'est pas la possession, c'est pas la maîtrise, c'est pas l'accumulation ou la pléonexia que dénonçait déjà Aristote, mais c'est au contraire le lâcher-prise, le faire place, le laisser place à un autre que lui qui le devance et le conditionne, la nature, sujet de droit, au sens, au fond, où la nature, avant peut-être d'être un sujet de droit, et vous avez raison, et je vous rejoins, c'est d'abord, au fond, cette présence qui, en amont de nous-mêmes, parce que nous venons au sens où nous venons au monde quand nous naissons, eh bien cette présence en amont de nous-mêmes, qui est d'ailleurs issue du mot latin nascor, nature, naître, nous appelle à lui répondre. Et on n'a jamais prêté attention à cela. On ne s'est jamais mis à la source pour écouter ce bruit de la source et revenir au silence, pour le coup mystique, et peut-être pas scientifique, mais la mystique n'est pas contre les sciences et vice-versa, mais une écoute mystique, au sens d'une écoute en symbiose, une écoute en lien avec l'antéprédication, avec le silence. Écouter le silence, c'est peut-être écouter ce non-langage qu'on a tant méprisé. Merci. Madame. Remerciement. Je sens que c'est du condensé, en effet, comme vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on pourrait réagir, réfléchir, et vraiment grand merci pour cela. Moi, je voulais revenir peut-être sur cette question du courage que vous évoquez, où en effet, il y a la version du courage où on entre en résistance face à l'adversité, et puis une autre forme du courage qui est celle de l'attention. En effet, comme vous citez si bien Simone Veil, à savoir d'avoir le courage de faire place. Et cette question du décentrement est en effet une question révolutionnaire, comme vous l'évoquiez en introduction, et qu'aujourd'hui, le vrai courage, ce serait en effet de faire place, de faire attention,
au réel, à ce qui se présente à nous, à la vulnérabilité et aux soins. Parce qu'une des grandes caractéristiques du soin, c'est un décentrement. On a évoqué la natalité, un bébé qui arrive, on n'a pas d'autre choix qu'être recruté par cette grande vulnérabilité et on se décentre de soi-même, de ses intérêts. Et la nature, c'est la même chose, à savoir qu'on a face à nous une grande vulnérabilité et on doit en prendre soin. Il y a cette question-là que je voulais évoquer, la question du soin renvoie à celle de la surabondance. Et la seconde question que je voulais évoquer, c'est qu'en effet, le contrat ne peut pas être premier. C'est, à mon sens, également l'idée de l'affectation, sauf à être une grande singularité, à être une grande personnalité, comme ça, qui peut morale, éthique, etc. Mais la raison, Oui, on c'est voit bien vrai. qu'on est informé depuis très longtemps, on sait les choses. Oui, c'est vrai. Et que la raison, c'est une fine pointe de l'humanité, mais l'autre fine pointe de l'humanité, comme disait Ricoeur, c'est être capable de soigner l'autre vulnérable et de passer son intérêt avant le mien. Donc ces deux points de l'humanité, je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, en effet, comme vous disiez, qu'on les reconsidère. Peut-être qu'on a insisté sur le premier, qu'on a dévalorisé l'autre, hein, le soin, etc., était considéré comme une passivité, c'est-à-dire quelque chose une haine de la passivité, et on voit quelle place on a fait aux femmes, en effet, durant toute l'histoire. Mais qu'aujourd'hui, il faut revaloriser ces deux positions, autoriser les garçons, les hommes à prendre une position d'accueil, de soins et d'attention, sans pour autant être dans une position en effet misologue, et qu'aujourd'hui ce qui se passe par exemple avec cette histoire de coronavirus, en effet, par rapport à ce que disait Lada, je pense que moi aussi c'est une aubaine. Alors évidemment, j'ai une pensée pour tous les gens qui vont être malades, de toutes les personnes fragiles, etc. Mais je veux dire par là que jusqu'ici on nous disait voilà ce qui est possible et ce qui est impossible, c'est-à-dire la croissance, il n'y a que ça qui est possible, il faut faire la croissance, on était à compter 20 € pour les retraités, etc. Et donc il n'y a que ça qui était possible. Et l'impossible n'était pas même représentable. Et aujourd'hui, l'impossible arrive, c'est-à-dire un truc qui n'était pas calculable à l'avance, par la raison, par le contrat, survient. Et il survient par quoi? Il survient par les corps affectés, par la peur, par quelque chose qui n'est pas du registre de la raison, mais du registre de l'affectivité du soin. Et qu'est-ce qu'on dit? Alors évidemment, vous allez dire c'est paralogique et c'est pas logique. Allons-y, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? On dit stop, on arrête tout, on ne bouge plus, on arrête de voyager, de faire les trucs, on garde les enfants à la maison, on en prend soin. Fort heureusement, en effet, les enfants ne sont pas atteints, mais ils sont vecteurs, un peu comme le pangolin, c'est des vecteurs sains. Voilà. Il faut prendre soin de nos petits pangolins et pangolines, et que c'est quand même un comble, on marche sur la tête, me disait ma vieille mère au téléphone qui est en province et que j'appelle pour prendre des nouvelles, elle me disait mais quand même, la mère est animiste, bref, et elle me disait mais c'est vrai que c'est un monde où on marche sur la tête, regarde, les gens ne voient même pas leurs enfants, ils courent du matin au soir, le RER, ils les déposent, ils les jettent à la crèche, ils les récupèrent le soir, etc. Enfin ils vont pouvoir voir leurs enfants, et un monde où on ne prend pas soin des vieux, où on les met dans des maisons, on les visite pas, etc., etc. Donc cette question de revenir aux soins, aux vulnérables, à la nature, et de se dire que l'impossible, il faut oser l'impossible. Le courage, c'est peut-être ça pour moi aujourd'hui, c'est d'oser une autre possibilité et d'oser l'accueil de ce qui arrive. Et c'est pour ça que merci à Brit, merci à vous tous d'être là, parce que si on se calfeutre à la maison, aujourd'hui, en disant on attend que ça se passe, vivement l'été, on rachète des climatiseurs, c'est pas très chaud, si on attend ça et qu'on n'a pas le courage de venir discuter de ce qui est essentiel aujourd'hui, cette question du soin, de l'hospitalité, de tout ce que vous développez dans votre pensée, eh bien alors tout cela aura été vain, et c'est une chance que cet impossible survienne. Il faut saisir cet événement pour réaliser, vous voyez qu'il y avait des impossibles et tout d'un coup c'est possible. Donc un autre monde en effet nous arrive, il faut soutenir ce monde qui vient et ce monde qui est déjà là peut-être. Pardon, je sais pas. Bravo. Oui, merci. Bravo. Je rejoins Brigitte. Bien sûr, monsieur. Il y avait Christian d'abord. Tu veux passer avant Laurent? Ah, pardon. Une réaction. Je voudrais revenir sur deux points. On a parlé de chamanisme, d'animisme. Il y a des gens, des anthropologues comme Claude Lévi-Strauss, François Héritier ou Philippe Descola aujourd'hui, qui ont travaillé sur le sujet. Et des gens qui, c'est pas au paléolithique, c'était il y a quelques décennies,
qu'ils ont travaillé dans des tribus en Amazonie, etc., où il y a des gens encore, je suis sûr, qui ont le plus grand respect de la terre, des plantes, des animaux, etc., qui effectivement, Philippe Descola raconte ça dans son livre Nature et Culture, où effectivement les gens, quand ils ont tué un animal, ils s'excusent auprès de l'animal, etc., etc. Et voilà. Et bon, il a développé des ontologies, l'animisme, le totémisme, le naturisme et l'analogique. Autre chose, vous parliez des contrats, effectivement, pas des contrats, des droits de la nature. Aujourd'hui, il y a des pays qui ont donné des droits. En Nouvelle-Zélande, par exemple, il y a une rivière qui a des droits, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser la rivière n'importe comment, etc., etc. En Argentine, il y a aussi des animaux qui ont des droits, et dans d'autres pays également. Donc la pensée de Michel Serres a évolué, et aujourd'hui, on y a mis. Bon, c'est que des exceptions, c'est des exceptions. Mais ça commence toujours par les exceptions. Non, en Inde, c'était par exemple quand même la tradition. Donc ça remonte à loin que les animaux avaient leurs droits, étaient sacrés. Alors, je verrai, pardon, je vous en prie, je vous donne la parole, enfin on vous donne la parole après, mais je vais réagir sur vos deux interventions. Merci à tous les deux, Madame, merci Christian. Alors, Madame, vous avez commencé à rappeler l'importance du soin, en mettant l'accent sur une objection possible aux théories du contrat, qui se poursuivent ici avec l'idée de contrat naturel, vous avez raison. C'est-à-dire en disant que c'est la fine pointe de la raison qui voilà, semble finalement difficile à mettre en place pour tous les hommes. Et parce que, et là, je trouve que c'est une excellente remarque, hein, je pense qu'elle est tout à fait pertinente, parce que comment toucher le plus possible d'hommes aujourd'hui, sans s'adresser à une élite bac plus 1, vous voyez, par exemple, et je mets ça entre beaucoup de guillemets, ça ne veut pas dire grand-chose, mais enfin on se comprend, voilà. Et je crois que revenir aux soins suppose, au fond, revenir à ce dont vous parliez aussi, monsieur, la dimension du corps, corps auquel vous avez tous ici fait allusion dans vos interventions. Hein. Voilà, de monsieur à madame, en passant par vous, monsieur, et monsieur ou madame. C'est tout à fait intéressant, parce que ce corps qui fait l'objet de toutes nos attentions dans nos sociétés riches, hein, le corps que l'on va chouchouter, coucouner parce qu'on le vaut bien, parce que le corps, c'est le corps du bien-être, le corps du spa, le corps de la gonflette, du bodybuilding, etc. En fait, c'est un corps complètement extérieur à nous, ce corps-là. C'est un corps désubstantialisé, désincarné dont on s'occupe. C'est donc une image. Et je ne fais pas un excursus par rapport à la réponse, parce que le care, quand on s'occupe de quelqu'un, et qu'on s'occupe de son corps malade, quand on a par exemple un parent malade, dont on prend soin, toucher son corps, regarder son corps, ce n'est pas regarder une image désincarnée, c'est au contraire regarder dans ce corps l'âme. Comme quand on tue une bête pour son corps, pour sa viande, on tue une âme. Et là où votre remarque est très intéressante et refondrait la logique du contrat par une logique de l'hospitalité qui rejoint la logique de la surabondance dont monsieur parlait, donc au fond une philosophie du care, du soin, c'est que finalement cette part féminine qui ne supplante pas la part masculine mais qui cohabite avec elle pour la repositionner et la faire se déplacer de sa toute-puissance, c'est une manière de rentrer en relation avec l'incarnation qu'on a tellement oubliée. Qu'est-ce qu'être incarné aujourd'hui? Qu'est-ce qu'avoir un corps de chair? Et donc manger la chair de l'animal, parce qu'il s'agit bien aussi de ça dans le régime carné. Et ça, ce qui est très intéressant, c'est que cette logique du soin
rejoint le corps de chair, l'incarnation, et donc notre manière d'habiter notre corps. Non seulement d'avoir un corps, mais d'être son corps, dans le grand corps social. Si le corps social est un corps, c'est bien qu'il est un corps incarné, que ce n'est pas qu'une image. Et donc, à partir de là, votre remarque aboutit à une autre forme d'argument, auquel je vais répondre, qui est l'argument du mépris, parce qu'il y avait ça derrière. Ce mépris du féminin, ce mépris de l'animal, cette petite chose que fut la femme pendant des siècles, ou petit animal, ou objet de l'homme, c'était dans les textes, n'était là que pour être la potiche au service d'eux, ou l'outil d'eux. Et ce qui est intéressant, c'est que ce mépris n'est plus valide dans nos sociétés, aussi repositionné sur les cartes, et il se déplace. Il se déplace comment? Eh bien, dans nos professions, vous avez raison. Quand un ministre, il y a 2 ans, parle d'un homme qui travaille en maternelle et ose dire comment, à Bac+5, on fait que les gens vont torcher des mômes dans des crèches. Vous vous souvenez de cette parole très malheureuse du ministre, et donc qui avait d'ailleurs défrayé la chronique. C'est comme cette pauvre chroniqueuse, Madame Graziani, qui se met à dire quand on est pauvre, on ne divorce pas. Et voilà, on fait attention, enfin on ne demande pas à l'État de venir subvenir à vos besoins, et puis on travaille à l'école pour ne pas gagner le SMIC. Enfin, quand vous avez des gens qui ont des responsabilités, qui arrivent à dire commettre des boulettes comme ça, donc qui le pensent, au fond, c'est quand même assez inquiétant. Et c'est cette espèce de mépris qu'on voit dans les professions, moi qui suis vraiment en première ligne, prof, quand je reçois des parents, comment mon fils ne va pas faire S? C'est terrible, il va faire L. C'est la voie de garage, c'est raté, quoi. Alors, on fait une réforme, vous savez, comme quand on ravale un mur dans une ZEP et qu'on vous dit on s'occupe des banlieues, la réforme qui va libérer, soi-disant, les orientations, mais mon œil, quoi, ça va libérer de rien du tout. C'est dans les mentalités. Et donc, c'est dans des images, tout ça. Il faut sortir des images. Il faut sortir de ces espèces d'idoles qu'on s'est forgées à travers des dictates de l'homme réussi, du winner, parce que nos jeunes, ils en crèvent. Nous, dans notre lycée, on a perdu 2 jeunes en 10 mois. Ils se sont tués. Ça a été un drame épouvantable. C'était mes 2 élèves en plus. Je peux vous dire que je suis sorti de ces épreuves complètement bouleversé, le mot est faible. Je connaissais très bien ces jeunes, ils se sont tués violemment. Et je me dis qu'il y a une détresse épouvantable, un malheur épouvantable de cette jeunesse. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on leur sert? Voilà, t'es un raté si t'as pas fait ceci ou cela. Mais à partir de quoi on juge qu'on est un raté ou un homme qui a réussi? À partir de quoi on juge que s'occuper dans une maison de retraite de personnes âgées, c'est parce qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent, voilà, ne pas avoir réussi sa vie. Enfin, vous voyez, repositionner nos images, nos mentalités, nos paroles, parce que le mot est une image, le mot est une image, c'est changer les mentalités. D'où le rôle important de la philosophie. C'est très important, et on est tous philosophes. Ça ne s'adresse pas à une élite universitaire, pitié. Pitié. On est tous philosophes, en cela que nous parlons et que ce que nous disons n'est pas sans conséquence. Regardez comme un mot, et là encore je parle de mon métier, mais je pourrais parler du métier d'infirmière. C'est le premier métier que je voulais faire. Quand on dit un mot à quelqu'un, ça peut changer sa vie. Quand on dit à un élève qu'on a tout le temps rabroué dans le système scolaire, parce qu'il n'était pas comme les autres, c'est génial ce que tu fais, merci, c'est super, mais moi j'ai vu des élèves changer sous mes yeux, pas s'intéresser à un cours parce qu'ils se disaient, moi ce que je vais dire, c'est pas intéressant. Quand le prof les regarde, quand le prof leur offre un livre, s'intéresse à eux, envoie des mails, des petites émissions France Culture, tout à coup,
le gosse y revit. Quelqu'un s'occupe de lui. Ça commence comme ça, quoi, je veux dire. Dans son métier, dans son immeuble, faire attention aux gens, faire attention à la personne dans la rue, que personne ne regarde, voilà, qu'on n'ose pas regarder parce qu'il est à la rue. Déjà lui dire comment ça va, aujourd'hui vous avez besoin de quelque chose. Quand on s'achète 2 boîtes de maïs comme moi et qu'on est seul, on partage ces 2 boîtes de maïs, on en donne une. Vous voyez, des petites choses comme ça, c'est pas grand-chose, mais c'est le fameux rien que j'ai défini tout à l'heure comme le réel. Et ce précaire, on le retrouve dans ce soin, dans le care dont vous parlez, c'est-à-dire l'attention à l'incarnation de l'autre. L'autre, c'est pas une image, hein, pour le coup, là. C'est pas une image, quelqu'un. C'est quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui a un poids. Pas au sens propre seulement, bien sûr, vous comprenez. C'est-à-dire qu'il y a un être. Et donc, une âme. Et ça rejoint complètement Christian. C'est comme si Christian s'était mis dans la continuité de votre intervention, madame. Christian qui reparle dans son intervention, au fond, hein, de cette manière de s'engager aujourd'hui dans le rapport aux autres. Et cette manière est à repenser à partir d'une déconstruction des images. Il faut déconstruire nos images, repenser autrement notre avenir. C'est possible, oui, c'est possible. Demain, tout est possible. Demain, tout est possible parce qu'aujourd'hui, nous y croyons. Et c'est cette force de la confiance, justement, qui porte une espérance et qui porte cette fameuse notion de progrès, qui n'est pas l'innovation, pitié. Parce qu'aujourd'hui, on a remplacé le mot progrès par l'innovation. Et c'est pas ça le progrès, je veux dire. Non, c'est pas l'iPhone qu'on va changer tous les ans pour venir gonfler l'océan plastique qui bouge, je sais pas trop où, là. Attendez, c'est pas ça, quoi. Voilà, monsieur. Je voulais juste ajouter, pardon. Tout est possible. C'est un film que vous avez peut-être vu, Cyril Dion, sur un couple qui recommence sa vie en Californie. Après les incendies, enfin, qui vit les grands incendies de Californie. Voilà. Ce film est super. Tout est possible, j'adore le titre. Laurent. Oui, vous avez dit beaucoup de choses très intéressantes. Il y a de nombreux matériaux comme ça qui viennent enrichir la philosophie. Donc la science, le droit, l'anthropologie. Et ce qui me paraît intéressant, c'est que finalement, avec cette discussion, c'est peut-être une redéfinition de la conscience, en fait, qu'on est un petit peu en train de faire. Comme si l'Occident avait défini la conscience progressivement depuis Descartes, et puis par la suite avec les différentes recherches, la neuroscience, etc. Mais finalement, le corps dans la conscience, c'est déjà dès le départ dans l'Orient, c'est-à-dire toutes les philosophies orientales partent du corps dans la conscience. Et la méditation qu'on nous fait ici dans des petites salles un petit peu sympathiques, tout ça, à l'origine, la méditation en conscience, en pleine conscience du corps, ne se fait pas l'estomac plein. Elle se fait avec l'expérience du jeûne. Elle se fait avec l'expérience justement pour savoir qui je suis moi, quelle est ma nature. C'est pas le ventre plein en plein confort, c'est au contraire apprendre à maîtriser les tensions, apprendre à... Ce que je voulais simplement dire, c'est que évidemment ça n'a pas commencé avec Michel Serres, ça a commencé bien avant, et puis même concernant les problèmes de réchauffement climatique, déjà les naturalistes dans la partie occidentale au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle font déjà allusion à l'intervention de l'être humain sur l'environnement. Et aujourd'hui, peut-être effectivement parce qu'on est en train d'affronter ces énormes difficultés, il y a peut-être moyen de réussir à rentrer dans le wagon, de prendre le créneau effectivement par cette nouvelle... Mais il ne faudrait pas juste se dire enfin il y a une conscience et donc on va pouvoir le faire. Parce que cette conscience, elle a déjà existé et plusieurs fois. Je pense que c'est parce que ça va de plus en plus mal qu'on va peut-être enfin pouvoir faire coïncider une prise de conscience avec une action. Malheureusement, alors ça paraît catastrophiste, mais
ce discours qu'on a bien raconté, il a vraiment déjà eu lieu il y a des dizaines d'années, et plusieurs fois. Et là, ça va peut-être effectivement se faire. Alors, ça me donne effectivement cette notion, le droit de la nature. La nature a-t-elle des droits? Donc, bah oui, je pense que oui. C'est d'accord avec cette idée de recentrer la réalité, c'est décentrer l'être humain. Effectivement, c'est pas un anthropomorphisme, c'est effectivement c'est la nature, c'est notre planète, l'univers. C'est là où il doit se. Mais il n'empêche que le droit, qui est-ce qu'il écrit? C'est l'homme. Et les parcs naturels donc régionaux, nationaux, internationaux, sont protégés, ouais, mais ils n'ont pas de droit. Ils n'ont pas de droit. C'était le sujet justement de la dernière université de la Ligue des droits de l'homme au mois de décembre dernier. C'est comment faire pour que... donc on avait donc deux avocats qui parlaient, et donc une avocate effectivement qui parlait des droits de la nature, et à côté, non, la nature n'a pas de droit. Il faut qu'on essaye de l'écrire, ce droit. Pourquoi? La preuve, c'est quoi? C'est qu'aux États-Unis, on a donc avec la sécheresse, on a des parcs naturels protégés, et Coca-Cola exploite l'eau d'un parc naturel qui est protégé, où il n'y a plus d'eau, mais Coca-Cola continue à mettre de l'eau en bouteille. Et qu'est-ce qui se passe alors? Il se passe quoi? Il y a que les associations de défense de l'environnement essaient de faire réagir les tribunaux, et en face, Coca-Cola prend ses avocats, et ensuite, c'est quoi? C'est qui peut payer l'avocat le plus fort, le plus cher, tac, 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 et c'est Coca-Cola. Pas toujours. Heureusement, il y a des victoires, on en a des victoires. Mais c'est pour dire que ce droit, il faut encore l'écrire, il faut le défendre, et ça passe aussi par le capital actuellement. Les associations ont besoin d'argent pour réussir. Donc voilà, c'est extrêmement complexe. Donc je suis bien en train de dire que je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit, hein, c'est magnifique. Mais je veux dire, il y a du grain à moudre, quoi. Hein, il y a du boulot. Notamment, enfin, si on me donne encore une petite minute, derrière cette approche-là, il y a toujours l'idée de la raison par rapport à une sorte de bon sens et tout ça, la raison qui commande. Et pourtant, il y a eu aussi des réflexions sur le fait que notre raison, elle est construite par la technique. C'est pas la raison qui produit la technique, c'est la technique qui construit la raison. Et ça, je sais que on a du mal un petit peu encore à l'accepter parce que c'est porté par Heidegger, et que Heidegger, c'est magnifique, c'est maléfique. Mais il y a effectivement toute une construction extrêmement importante sur comment la technique construit la raison et comment elle la construit au départ. Et donc il faut aussi penser la technique. Et la dernière question qu'il pose, finalement, donc l'être humain était bon à l'origine, et c'est le capital, c'est l'agriculture, la sédentarité qui aurait bouleversé ces choses-là. C'est pas sûr parce que comme le disait Alain là-bas, à Tchatchalotchouk, on a retrouvé des traces de construction. Le premier urbanisme, en fait, finalement, c'est un village sans rue. C'est un village où il y a des cases, les unes à côté des autres, et les gens rentrent à l'intérieur. Et à l'intérieur, qu'est-ce que c'est? Ce sont des temples, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le religieux a précédé le politique. Probablement même que les premiers centres urbains existent avant les premiers gestes d'agriculture. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de violence. Là, on rentre dans des hypothèses. Hein. C'est juste pour dire qu'il y a d'autres possibilités. Je ne dis pas que c'est ça la réalité. Mais dire qu'il y a il y avait tellement de violence qu'il fallait absolument mettre au point des rites, des rituels pour essayer de stopper cette violence de destruction entre les deux. Donc, nature humaine bonne, qui si on évacue le capitalisme, tout ça, c'est facile, c'est pas si évident que notre nature au fond de nous-mêmes soit si bonne que ça. Je dis pas qu'elle est mauvaise, pas du tout, hein, mais je dis que c'est pas sûr qu'elle soit si bonne que ça. Voilà. Conflictuel. C'est très intéressant ce que vous dites. Il y a deux choses. La première, pour laquelle je vous remercie vraiment, c'est de mettre l'accent sur ce que je n'ai pas eu le temps de faire, sur ce que je n'ai pas fait, à savoir le réseau infiniment complexe qui soulève tant de structures qu'est le réseau du droit.
relié à l'économie, bien sûr, que c'est de l'argent, tout cela, et donc des capitaux, et que c'est relié à des lobbies, et que c'est relié à des personnes qui ont cet argent et aux États. Un très beau film qu'il faut voir, c'est Dark Waters. C'est un très super. beau film. Super. Parce que là, on voit un homme qui combat, un homme qui gagne contre une pollution des eaux. Et un film qui fait écho à ce combat d'une femme seule, Erin Brockovich, contre les industries de la côte ouest aux États-Unis. Hinckley, hein, c'était grosse industrie qui a un chiffre d'affaires de milliards de dollars. Hein. Et avec un avocat, ils ont relevé le défi, ils ont gagné, puisque ces eaux polluées au chrome hexavalent, qui provoquaient des cancers, hein, qui tuaient les gens aux alentours, hein, les gens le savaient, hein, mais ils continuaient, tout ça pour l'argent, ils ont gagné. Alors toutes ces questions-là ont bien sûr brassé beaucoup d'argent, mais quand on voit ces films, ils ont aussi été à l'origine d'un engagement tout à fait exceptionnel. L'héroïsme aujourd'hui, ce n'est plus celui d'Achille, ou ce n'est plus celui d'un héroïsme qui prônerait, hein, comme dans les épopées, un surhumain de l'homme. Mais c'est peut-être ici et maintenant commencer par l'homme, c'est-à-dire réapprendre à estimer, à évaluer et donc à juger avec sa raison le sens de la valeur de l'homme et ne pas mettre l'homme sous l'argent, mais l'homme au-dessus de l'argent, c'est-à-dire capable par son engagement d'être plus fort que tous les lobbies réunis. Et ça, c'est des films qui le montrent, et c'est aussi peut-être une manière aujourd'hui de dire, devant les épreuves que nous traversons, les catastrophes que nous subissons et que nous allons subir, nous serons obligés, au sens où nous sommes les obligés de servir ce dont nous nous sommes servis jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la nature, en lui donnant des droits. Vous l'avez rappelé, parce que les juristes américains reconnaissent qu'à Yellowstone, hein, les eaux exploitées par Coca-Cola, mis en bouteille, elles n'ont pas de droit, au fond. Hein, c'est des espaces protégés, mais on n'y peut rien, parce que Coca-Cola rafle tout. C'est une superpuissance, quoi. Et c'est une superpuissance qui domine les politiques. Aujourd'hui, c'est l'économie, le nouveau grand politique. Et donc, à ce titre, on peut dire que donner des droits, c'est essentiel. Et dans votre deuxième intervention, il y avait, je trouve, un point important qui a été aussi peu soulevé, c'est ce point sur lequel vous mettez l'accent et qui rejoint l'idée de conscience. L'idée de conscience. Et vous dites, cette notion, il faut la redéfinir. Et elle se déplace constamment selon l'existence humaine. Vous avez raison. Et vous parliez des neurosciences, justement. Et vous parliez aussi, peut-être en filigrane, de cette manière de revisiter la conscience par nos recherches dans l'intelligence artificielle. Recréer une intelligence artificielle, un cyborg, pour essayer de copier la conscience humaine, permet aussi de savoir, mais qu'est-ce que c'est la conscience ? Qu'est-ce qui nous permet de la définir une fois pour toutes? Il n'y a pas de définition absolue de la conscience. La conscience, au fond, nous met et nous heurte plutôt même comme le réel devant l'irréductible de la pensée humaine. Conscience, quand on déchiffre le mot, on rejoint un cum, le cum du contrat, cum scire, savoir avec, cum, la préposition latine, cum. Eh bien, cum a donné compagnon, cum a donné collaborateur, le co de collaborateur. Cum a finalement donné une science qui n'est pas une science tout seul, comme Victor Frankenstein qui invente son monstre, vous parlez de monstre, mais une science avec la nature. C'est-à-dire, au fond, ce que les hommes ont pensé, vous avez raison, hein, ce n'est pas une révolution qu'on vit, d'autres l'ont pensé avant nous.
sans vivre les catastrophes que nous vivons. Mais par exemple, même en les vivant, la variole, la grippe espagnole, la peste en Europe au Moyen-Âge, au XIVe siècle, a décimé plus de la moitié de la population. Et les hommes ont repensé leur mode d'existence, bien sûr. Et l'art en est un très beau témoin, avec ses danses macabres, où dans des sociétés hyper hiérarchisées, tous se retrouvent au même niveau dans les danses macabres. Hein. Alors, revoyez le 7e saut de Bergman. Effectivement, ils dansent tous ensemble à la fin. Parce qu'on est tous pareils devant cette conscience, ce réel, qui nous définissent, nous, les hommes, dans l'exigence peut-être d'incessamment nous questionner. Au fond, si l'homme est conscient, c'est que profondément, selon moi, il est philosophe, dans l'exigence de la philosophie, c'est-à-dire l'exigence d'une sagesse de vie, d'un équilibre qu'il doit trouver avec les autres, donc tous les autres. Olaf? D'accord, tout ceci est très, très intéressant et il faut regarder un peu autre chose. Que fait-on? Là, je me limite à la question du rapport entre l'être humain et la nature. Il faut savoir que ce n'est pas pour rien qu'on fait introduire occasionnellement des ours dans les Pyrénées, où on laisse se développer les loups dans les Alpes. Mais il faut savoir aussi que sur l'hémisphère nord, l'étendue couverte par la forêt est de plus en plus grande tous les ans. Il y a donc un développement tout à fait clair et net, mais avec le danger qui est impliqué et que c'est la limitation du nombre d'espèces qu'on a. Donc, c'est-à-dire une tendance vers une monoculture qui, à terme, comporte certains dangers. Ceci est pareil dans toute l'agriculture parce qu'on choisit les espèces qui sont les plus économiques, les plus efficaces, et on risque de se limiter dans la disponibilité des germes, des graines qui ont existé et qu'on risque d'oublier. Pour cela, dans l'organisation, la structure mondiale, on a mis une collection de graines oubliées, passées, qu'on cultive, et on a mis aux îles Spitsbergen parce qu'on a considéré que c'était bien protégé. À Spitsbergen, ce n'est plus sûr à cause du réchauffement. Donc il y a des problèmes qui se posent un peu partout. Un autre problème mondial qui se pose et qui demande une gestion, et ça concerne également la monoculture, et ce sont les paliers d'huile qui sont demandés par la consommation de margarine, entre autres choses, et la consommation mondiale civilisée demande de l'huile. Et ceci risque de détruire les forêts normales en Indonésie et dans le sud-est de l'Asie. Que fait-on? Mais on commence à être conscient des dangers. On essaie de parer à ces problèmes. Et là, il y a une conscience qui est relativement récente, mais elle est là. Et on fait des choses au niveau international pour limiter les dégâts, pour assurer de la variété. Et la tendance est claire et nette. On connaît les dimensions des problèmes entre l'homme et la nature, et on essaie de les gérer. Merci beaucoup de votre intervention. Je dirais, en tentant de proposer une manière de repenser ce que vous évoquiez, c'est-à-dire la réévaluation de ce rapport à la nature à partir d'une gestion
d'une gestion d'un comportement excessif qu'on a eu avec elle. Je répondrai par 2 points, hein, que je penserais, je crois, être importants eu égard à ce que vous avez dit. Et ces 2 points me conduisent à vous répondre sur ce que vous évoquez, c'est-à-dire l'action, parce que vous avez commencé par une question, que faire? Et cette question est super intéressante parce qu'elle rejoint Brigitte, et Brigitte qui cite Bernard Stiegler, changeant la voyelle de pensée en pensée, c'est-à-dire de E à A, comment penser, comment faire, comment aujourd'hui gérer les dégâts que nous avons opérés sur la nature. Et vous dites à ce titre 2 choses, c'est vos 2 grands arguments. L'homme a conscience. L'homme ne peut plus ne pas avoir conscience et le dire, d'une part. L'homme a conscience parce qu'il subit les conséquences de sa propre dévastation sur la nature. Et cette prise de conscience à double titre, par une reconnaissance d'une part et par une nécessité de l'autre, construit un discours politique différent et peut-être aussi une alternative économique, je dirais. Au revoir. Et peut-être aussi une alternative économique qui serait de repenser quelque chose à partir, je crois, de notre occupation du territoire. Repenser dans la gestion que vous soulignez, et donc aussi l'administration, une autre façon d'habiter nos villes. Et ce qui est très intéressant dans cette manière de faire, et là je rejoindrai ma marotte, les ruches, c'est de faire que les abeilles habitent nos villes. Et faire que les abeilles habitent nos villes, c'est fleurir davantage nos villes. C'est créer davantage de jardins partagés. C'est proposer davantage de murs végétalisés. Donc faire travailler les artistes, faire travailler les retraités, au fond aussi. Faire travailler les personnes migrantes qui viennent sur notre territoire. Faire travailler des gens qui sont sans emploi, créer d'autres emplois. Faire en sorte de créer toute une économie locale, comme à Détroit, quand ils ont subi la crise de l'automobile. C'était une crise majeure, économiquement parlant. Ça a mis sur le carreau un tas de gens. La ville était quasi devenue une ville fantôme aux États-Unis, à Détroit. Aujourd'hui, c'est une ville incroyablement innovante qui sert de modèle à d'autres villes états-uniennes, puisqu'elle s'est reconvertie dans plus du tout la monoculture dont vous parliez, qui fera disparaître un tas de forêts, d'animaux et de graines, mais au contraire une agriculture diversifiée, à partir des villes, en récupérant des terres, en faisant de maisons et d'immeubles abandonnés des locaux pour les jeunes ou pour des projets artistiques, des projets sociaux. Voilà, nous en serons là très bientôt dans nos sociétés. On y va, on y va. Et je pense que c'est possible, que ce n'est pas une catastrophe annoncée, c'est une reconversion annoncée. C'est la même chose. C'est un retournement annoncé. La seule question, et c'est une question que je vais vous poser justement à vous, parce que vous avez pris la parole et que vous êtes intervenu de manière hyper pertinente, mais aussi aux autres qui sont présents. Voilà, est-ce que c'est possible à l'effectif où nous sommes sur la planète? Le problème est là. C'est-à-dire que si nous continuons à pratiquer la soumission au lobby, c'est parce qu'on est hyper nombreux, quoi. Il y a ça. Je vais ajouter une chose, tout simplement, qu'un problème dans le monde, c'est le manque de sable. Sable nécessaire pour la construction. Et on est en train de détruire certains pays, certaines côtes, par la prise de sable pour la construction ailleurs. C'est pour ça qu'Extension Rébellion a fait des sit-ins devant les cimenteries. Hein, merci beaucoup, parce qu'à XR, on a énormément combattu. Je n'ai pas eu le temps d'en parler. Oui, sûr, parce que c'est, vous voyez le défi, mais c'est capital pour nous, ça. Il y avait une très belle exposition Gaz de à schiste aussi. l'Arsenal il n'y a pas très longtemps où on songeait de remettre les fermes
C'était en Ile-de-France, remettre des fermes en Ile-de-France, tout autour, et l'espace justement pour recréer ce lien. La ferme étant un lien, un nœud gordien en fait, de relations humaines entre les femmes. Ah bah c'est mon projet pédagogique que j'avais présenté à l'ancien ministre de l'Éducation nationale. J'ai jamais eu de réponse. Une ferme-école en Ile-de-France, tout à fait, c'est-à-dire continuer la philosophie, un peu comme ce que Brigitte et Christian aussi proposent, sans notes. Et à partir d'une mise en œuvre, mais au sens fort du terme, c'est-à-dire d'une réalisation d'œuvres communes dans une ferme, avec des animaux, avec des végétaux, avec replanter une forêt autour de la ferme, comme dans le livre « L'homme qui plantait des arbres » de Jean Giono, ou quand, à la fin du livre, on voit des villages revivre, passer de la violence à la paix grâce aux arbres. Il y a eu ce qu'on appelait l'urbanisme rural, là je n'ai pas le temps d'expliquer, mais ça remonte au moins à un siècle. C'était un aménagement très intelligent de l'espace rural en se basant sur des hameaux, des grandes fermes. Alors c'était de l'agriculture quand même assez intensive, mais en même temps pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il y avait le respect aussi des petits bois, des haies, etc. Enfin, il y avait un équilibre qui était créé. Et on les retrouve encore quand on se balade en Ile-de-France. Il y a des grandes fermes, par exemple des hameaux, qui correspondaient à cet urbanisme rural. Et ça a été bousillé complètement dans l'après-guerre de 45. Mais ça, il faut le retrouver très vite, quoi. Il y a encore les bases. Mais bien sûr, oui. Enfin, voilà, oui. Mais je me le dis à moi-même, par rapport à ce courage qu'il faut avoir, oui. Alors juste parce que vous n'avez pas encore pris la parole, mais ça va être la fin. Ouais, juste pour parler d'un livre que j'ai lu récemment qui m'a beaucoup marqué. Ça s'appelle « Croire aux fauves » de Nastasia Martins. C'est une anthropologue. J'arrive pour aller prendre conscience. Elle a fait sa thèse de doctorat avec un premier bouquin sur la... Et après, elle est partie vivre dans le Kamchatka russe avec une tribu qui s'appelle les Évènes et qui est partie, qui était sédentarisée et qui, au moment de la chute de l'Union soviétique, a décidé de quitter son lieu de sédentarisation et de partir dans la nature à 600 km de tout. Donc elle est allée avec eux. Et alors, c'est un travail d'anthropologue. Alors l'anthropologue, c'est même quelqu'un qui, pour moi, fait un peu du voyeurisme, parce que il y a celui qui regarde et celui qui est regardé.